Il est 8h13 sur Europe 1. Bonjour Nicolas Maillard-Rossignol. Bonjour. Vous êtes le maire de Rouen, premier secrétaire délégué du Parti Socialiste. C'est numéro 2 en substance, ce poste. Oui, si vous voulez, Bon. peu importe, c'est une direction collégiale. Commençons par l'actualité. Nicolas Maillard-Rossignol, une professeure d'espagnol a perdu la vie hier à Saint-Jean-de-Luz, poignardée par un élève en plein cours. Élève qui dit avoir entendu des voix, être possédé. Votre réaction ce matin, fait divers, dites-vous, fait isolé, ou bien vous y voyez un phénomène sociétal également? Bon, c'est d'abord l'effroi absolu, parce que une tragédie, on a d'abord des pensées évidemment pour la victime, pour ses proches, pour toute la communauté éducative. J'ai entendu les responsables de l'établissement ce matin, sur vos antennes notamment. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je pense aussi à tous les enseignants et à toutes les communautés éducatives en France qui peuvent aussi aller à leur travail la boule au ventre, parce que c'est ça aussi. Ensuite, Après les circonstances exactes du drame, bien il y sûr. a une enquête qui est en cours et je crois que le procureur doit s'exprimer Ouais. aujourd'hui. Alors sur place, hier, on a vu Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation, déclarer qu'il n'y avait pas lieu de tirer des conclusions hâtives de cette affaire pour l'institution scolaire. C'est la question que je vous posais en substance. Est-ce que vous y voyez quelque chose derrière? On a vu hier que l'affaire a été le prétexte à un déballage un peu général sur tout un tas de sujets. Malaise des enseignants, violence des élèves, manque de sécurité des établissements, etc. Je ne veux pas tirer de conclusions trop rapides, ce serait extrêmement malhonnête intellectuellement, tant qu'on n'a pas le détail évidemment de ce qui s'est effectivement passé sur l'état psychiatrique de l'adolescent en question. Bon. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que le métier d'enseignant, pourquoi il y a de moins en moins de gens qui veulent faire prof, quoi, tout simplement. Il y a quand même des raisons. Alors je ne veux pas être trop rapide, évidemment, c'est caricatural. Mais Ça fragilise cette affaire, un édifice qui est déjà un petit peu moi, branlant, ce que je sais, c'est pensez-vous? que les enseignants sont en général plutôt très mal payés, qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent faire ce boulot et qu'il y a quand même des raisons derrière et que ça serait bien d'en tenir compte, y compris pour les retraites. Nicolas Maillard-Rossignol, autre sujet. Vous êtes fait connaître, on va parler des retraites, précisément, transition toute trouvée. Vous vous êtes fait connaître du grand public en devenant le trublion du Parti Socialiste. C'est ainsi que vous qualifiez ce matin le journal Le Monde. Vous avez disputé le mois dernier la tête du PS à Olivier Faure, qui finalement l'a emporté. D'abord, question sur l'ambiance au sein du parti. Est-ce que c'est pacifié? On a eu l'impression, le mois dernier, à l'issue du congrès à Marseille, d'avoir frôlé le pugilat. Non, mais je pense qu'il y avait peut-être, allez, je vais le dire comme ça, sans langue de bois, des abcès qui devaient être percés, parce qu'il y a des vrais sujets derrière. D'ailleurs, on le voit en ce moment sur la question de la stratégie d'une opposition et de la gauche par rapport à la question des retraites. Est-ce qu'il faut être que dans l'outrance? Est-ce que moi j'ai essayé de porter, et je crois que cette thèse elle est validée aujourd'hui, cette idée qu'on a besoin d'une opposition crédible et que pour s'opposer de façon crédible, il faut aussi proposer, il faut savoir ce que pensent les socialistes sur le fond, et puis on peut être allié sans être aligné. Rester dans l'ombre de la France insoumise au sein de la NUPES, c'est une erreur stratégique pour le Parti Socialiste, pensez-vous, Nicolas Maillard-Rossignol? On posait la question sur Europe 1 tout à l'heure, d'ailleurs, si cette stratégie n'allait pas, in fine, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, faire perdre et disloquer la NUPES. En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, d'abord, c'est que sur les trois blocs, l'extrême droite, le bloc autour d'Emmanuel Macron et puis le bloc de gauche, le plus faible, c'est le bloc de gauche, clairement, et que les stratégies du bruit et de la fureur, écoutez, l'intersyndicale, vous avez vu les propos de Laurent Berger et de Philippe Martinez, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont pas tendres. J'ai entendu des propos de certains écologistes, de communistes, Fabien Roussel par exemple, qui disent clairement les choses. Ça nous mène à une impasse. Donc est-ce qu'on veut demain que la gauche redevienne crédible, c'est-à-dire capable de proposer une alternative et demain l'alternance, ou bien est-ce qu'on veut rester, passez-moi l'expression, les plus riches du cimetière? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner. Pourquoi? Pas pour ma personne, mais pour pouvoir proposer une alternance pour les Françaises et les Français. Et bien pour ça, il faut être capable de s'opposer de manière crédible. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ce qu'on a vu à l'Assemblée la semaine dernière? Manifestement, pas vraiment. Alors à propos des retraites, vous publiez mardi dans le journal Le Monde, vous avez publié mardi, une tribune remarquée sur la réforme des retraites, co-signée par Anne Hidalgo, Carole Delga, entre autres. Une tribune dans laquelle vous rappelez votre opposition au projet gouvernemental actuel de réforme sur les retraites, mais vous écrivez aussi, je vous cite, qu'à l'Assemblée, et vous venez de nous l'expliquer, que l'obstruction a montré ses limites, l'outrance son indignité. De la gauche qu'on aime, on attend qu'elle trace un cap et explique comment l'atteindre. Il y a beaucoup de reproches quand même dans cette phrase, de reproches implicites. Non, c'est pas un reproche.
D'abord, je pense qu'on a absolument raison. Olivier Faure le dit très bien, mais beaucoup d'autres, Jérôme Guedj, Boris Vallaud et toute la gauche a raison de s'opposer à un projet du gouvernement qui est illégitime. On n'a pas voté pour ça et qui est absolument injuste. C'est une régression. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler en 2 minutes? Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Mais d'abord parce que ça va pénaliser les premiers de corvée, comme on dit trop rapidement, parce que son financement pèse d'abord et quasi exclusivement sur les classes moyennes, les classes populaires, enfin bref, ceux qui payent déjà beaucoup trop. Et puis parce qu'en plus, il y aurait bien d'autres façons de faire une vraie réforme des retraites. Alors justement, venons-y. Qu'est-ce que vous proposez, vous, puisqu'il y a l'ébauche d'un contre-projet dans cette tribune? En substance, la réforme des retraites vue par Nicolas Maillard-Rossignol, ça ressemble à quoi? D'abord, il faut dire que c'est ce que dit Laurent Berger, par exemple. On n'est pas contre toute réforme par dogmatisme. C'est pas ça. On s'oppose à ce projet-là parce que c'est une régression injuste et brutale. Mais il y aurait d'autres pistes. Non, mais vous dites quelques mots, parce que vous dites, moi je l'ai entendu dans la bouche d'économistes, mais qui se disent non mais rêvons pas, c'est peut-être un projet de doux rêveur, mais et c'est repris par un politique comme vous. Alors ce projet c'est quoi? Par exemple, quelques principes simples. D'abord, qu'est-ce qu'on voit de bon sens? Est-ce que tout le monde arrive en même état de santé physique et mentale à 60 ans ou 62 ans? Non, pas du tout. Selon le métier que vous avez exercé, la pénibilité de vos métiers, vous êtes plus ou moins cassé, vous êtes plus ou moins en difficulté, d'ailleurs pas que physique, mais aussi mentale. Ça devrait guider l'essence d'une réforme. Vous allez loin, parce que vous dites, en fait, on devrait se passer d'un âge légal de départ. La mesure la plus injuste, gardons qu'une durée de cotisation. La mesure la plus injuste qui soit, c'est le couperet brutal d'un âge légal pareil pour tout le monde, tout simplement parce que personne n'est pareil à 60 ans en termes d'état de santé. Ce qui compte, c'est la durée de vie ou l'espérance de vie en bonne santé à la retraite. Or, l'espérance de vie en bonne santé à la retraite, entre un cadre et un ouvrier, c'est une différence de 6 à 10 ans, donc c'est énorme. Donc en fait, le premier principe, c'est la pénibilité, et pas que les pénibilités qui étaient déjà dans la réforme Touraine de 2014, remettre les critères qui ont été enlevés par M. Macron, port de charges lourdes, agents chimiques dangereux par exemple, et les nouvelles pénibilités, vous voyez, sans faire de raccourcis trop rapides, dans l'éducation, on en a parlé tout à l'heure, dans l'hôpital. Pourquoi personne ne veut bosser à l'hôpital public maintenant? Parce qu'il y a des pénibilités qui sont invisibilisées. Parenthèse, souvent pour des métiers qui statistiquement sont exercés par des femmes. Et en fait, le cœur du truc, sur une réforme de gauche, ce serait quoi? C'est de valoriser l'utilité sociale et écologique des métiers pour que ceux qui contribuent le mieux à ce qu'une société soit meilleure, soient les mieux valorisés. Nicolas Maillard-Rossignol, vous payez un peu de mots là, ça veut dire quoi? Non, valoriser l'utilité sociale. Par exemple, infirmier, infirmière, par exemple l'aide sociale à l'enfance, par exemple ceux qui travaillent pour la retraite, vous proposez quoi? On part à 55 ans dans ces métiers-là? Par exemple, dire que pour les métiers où si vous gagnez bien votre vie dans un bureau et tout va bien pour vous, tant mieux pour vous, vous pouvez partir bien plus tard. Et pour ces métiers-là où il y a des pénibilités fortes, vous savez, à l'hôpital, quand vous devez vous occuper de transporter des malades, des personnes âgées qui sont dans un état psychologique ou physique très difficile. Il y a des machines pour ça. Hein. Oui, enfin, vous savez, allez voir aux urgences, au beau milieu de la nuit, quand vous avez des infirmiers et des infirmières qui doivent faire ce travail-là, vous allez voir la pénibilité. Aujourd'hui, elle n'est pas du tout valorisée dans les carrières. Et pour le chômage des seniors, qu'est-ce que vous proposez, Nicolas Maillard-Rossignol? Parce qu'on sait que c'est aussi le problème, un taux d'emploi de 33% seulement, entre 60 et 64 ans. Sachant que les retraites, on le sait, quand on repousse l'âge légal de départ, ça crée une espèce d'effet d'horizon. Les chiffres de la CNAV viennent de tomber, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. On part en France en 2022 à 63 ans et 1 mois. Oui, absolument. Donc ça a un effet sur ça, c'est le deuxième départ, c'est le deuxième. Oui, c'est le deuxième principe effectivement après la pénibilité, c'est la question du chômage, puisque en fait, c'est un problème de volume de cotisation qui viennent financer notre système par répartition, le nombre de retraites à financer. Bon, donc tout dépend du nombre de personnes qui cotisent et donc du taux d'emploi. Chômeurs, mais aussi les jeunes, parce qu'en réalité, plus vous mettez de personnes sur le marché du travail qui cotisent, plus vous avez un volume en euros qui permet de financer des retraites. C'est valable aussi pour les salaires des femmes qui sont 20, 22, 25% inférieurs à ceux des hommes. Donc, une mesurette comme l'index senior qui n'est pas contraignante, qu'est-ce que ça change? Absolument rien. En réalité, ce qu'il faut, c'est utiliser des mécanismes bonus-malus de type modulation, par exemple, de l'imposition sur les sociétés, qui viendraient valoriser ou au contraire pénaliser les entreprises qui font des efforts, en commençant par les plus grandes évidemment, des efforts sur le taux d'emploi des seniors ou des jeunes. Vous soutenez le projet de blocage du pays le 7 mars, Nicolas Maillard-Rossignol, avec peut-être grève reconductible derrière. C'est la bonne méthode, pensez-vous? C'est d'abord la responsabilité du gouvernement. Là encore, la CFDT ou la CGT, quand vous avez tous les syndicats unanimement, c'est quand la dernière fois que tous les syndicats se sont retrouvés sur un front aussi unanime pour dire non?
Ça fait quand même très longtemps. Il serait temps que le gouvernement l'entende. Donc évidemment, il y a une gradation. Il y a un moment où même des syndicats réformistes, donc franchement, qui sont des gens responsables, disent « Attendez, on ne peut plus continuer comme ça. Entendez-nous. Oui. » Et donc c'est au gouvernement d'entendre cela. Autre sujet, Nicolas Mayer-Rossignol, Total Énergie qui va plafonner le prix des carburants. Plafonnement à 1,99 le litre d'essence ou de gasoil à partir du 1er mars jusqu'à la fin de l'année, plutôt que la ristourne carburant qu'avait consenti Total à la fin de l'année dernière. C'est aux entreprises de protéger le pouvoir d'achat aujourd'hui plutôt qu'à l'État, Nicolas Mayer-Rossignol. Ouais, ce qui est sûr, c'est que tout le monde doit faire un effort, et en particulier les grandes entreprises qui, dans la période, dans le domaine énergétique, vous en venez d'en citer une, ont dégagé des profits énormes. On parle même de super profits. Alors quand même, en fait, la question qui est derrière, c'est la répartition de la valeur. Quand dans une situation de crise, où vous avez, moi je suis maire de Rouen, qui est une ville populaire, où tous les jours, les gens ont du mal à se chauffer, à bouffer, à trouver, à manger, parce que l'inflation a fait que les prix ont augmenté, non pas de 5-6% en moyenne, mais pour les produits de première nécessité, de 10-15%. Quand vous entendez, quand franchement, vous là, on est sur une mesurette. Oui, bah, c'est très bien, d'accord, mais c'est pas du tout suffisant. Quand vous entendez, il y a 10 jours, vous lisez ça sous la plume du Parisien, Patrick Pouyanné, ce même PDG de Total, même directeur général de Total, dire « J'aurais préféré gagner 10 milliards de moins pour qu'on me fiche la paix », ça ne vous inquiète pas quand même? Je suis pas sûr que ce soit la manière la plus, comment dire, patriote, solidaire, de faire attention à la communauté nationale. Non, mais semble-t-il, c'est mal vu pour une entreprise de gagner de l'argent en France. Non, mais c'est pas la question. La question, c'est que l'effort puisse être justement réparti, et que quand il y a des bénéfices supplémentaires, ils puissent être justement répartis entre le capital et le travail, entre ceux qui ont donné de leur main-d'œuvre, du travail, qui soient justement rémunérés, et qu'on puisse faire cet effort de façon solidaire et pas individualiste. Et là, on est sur quand même une ultra-appropriation de super profits par quelques-uns au détriment de beaucoup d'autres. Il le sait, enfin, il l'explique bien, Patrick Pouyanné aussi, c'est une rente malgré lui, il a bénéficié des prix du marché, enfin, il est presque à s'excuser quand même dans cette histoire-là. Oui, c'est très bien qu'il s'excuse, mais ça serait bien qu'il y ait des actes. Voilà. Autre sujet, Nicolas Mayer-Rossignol, demain ce sera le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. On voit qu'à gauche, dans plusieurs pays, notamment d'Europe de l'Ouest, il y a un clivage qui reste assez vif sur les questions notamment de livraison d'armes à Kiev, le risque d'escalade, sans parler de l'éternelle question de l'OTAN. On voit qu'en France, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est très 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 sceptique sur ces points-là. Est-ce qu'on peut rester équidistant, pensez-vous, entre agresseurs et agressés aujourd'hui? Est-ce que cette position tenue par certains à gauche, la gauche radicale notamment, c'est audible? Je ne crois pas. Je pense que je reprends les mots de Lionel Jospin. Dans cette affaire, il y a un agresseur et un agressé, et nous sommes du côté de l'agressé. L'agressé, c'est le peuple ukrainien. Et c'est un pays qui est l'Ukraine. Et il y a un agresseur qui n'est pas la Russie en général. Nous sommes des amis du peuple russe historiquement, évidemment, mais qui est la Russie d'un dictateur qui s'appelle Vladimir Poutine. Et je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Et nous avons besoin, même s'il est parfaitement perfectible, de l'OTAN et d'une Europe de la défense. Ce serait une folie d'arrêter, par exemple, l'Europe de la défense, ou de sortir complètement de l'OTAN. Autre sujet, Nicolas Mayer-Rossignol, c'est dans l'actualité. Pardonnez-moi, je passe un peu vite sur certains d'entre eux, mais l'actualité malgré tout est riche. Emmanuel Macron va esquisser d'ici la fin du mois de mars les suites à donner à son projet concernant la fin de vie. On sort de 3 mois de débat. La Convention citoyenne s'est prononcée dimanche en faveur d'une évolution de la loi pour une aide active à mourir. Soutenez-vous cette évolution, Nicolas Mayer-Rossignol, ou bien vous dites il faut peut-être raison garder sur ces sujets sensibles? On peut tout à fait soutenir en raison gardant. J'ai accueilli à Rouen, il n'y a pas si longtemps, la réunion nationale de l'association au droit à mourir dans la dignité. C'est un vrai sujet de société. Ça fait longtemps, à vrai dire, que plusieurs associations disent de façon assez consensuelle, en réalité, des propositions pour avancer sur ce sujet. Le chef de l'État... Mais l'aide active à mourir ouverte aux mineurs, par exemple, sans qu'il y ait nécessité finalement d'un diagnostic médical qui vous dise que vous êtes condamné. Il y a évidemment des règles à établir. C'est ça qu'a proposé la Convention citoyenne quand même. Il y a des règles à établir, et il faut évidemment que le débat se fasse de façon apaisée, structurée, raisonnable. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que ça n'est pas un sujet nouveau, qu'il ne faut pas non plus faire l'autruche, parce qu'il y a des pratiques qui ont lieu, et on le sait, par des personnes qui souhaitent pouvoir mourir dignement, et qui aujourd'hui sont dans une situation qui n'est pas acceptable humainement. C'est aussi une question de dignité humaine. Dernière question, et c'est un sujet peut-être qui vous touche peut-être particulièrement en tant que maire. Je rappelle que vous êtes le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. La France en état d'alerte sur le niveau de ses nappes phréatiques. On a vu, il n'a quasiment pas plu depuis 32 jours. C'est un record. Vous êtes inquiet pour votre commune de Rouen, par exemple? Avez-vous pris des dispositions particulières?
Alors, je suis inquiet pour toute la France. Effectivement, la Normandie est une terre agricole et c'est vrai qu'on est particulièrement touché. Mais à vrai dire, tous les territoires, si vous regardez la carte, toute la carte est en rouge. Et on va le voir malheureusement encore plus dans les mois qui viennent, au fur et à mesure que... On va vers des restrictions dès le mois de février. C'est malheureusement, je ne suis pas devin, mais enfin c'est effectivement un scénario très probable, c'est ce que nous disent les scientifiques. Ça montre quoi? Là encore, ça montre qu'il faut arrêter de faire l'autruche sur la question du changement climatique. Et le rôle des politiques, vous savez, un responsable politique, responsable, ça veut dire apporter des réponses. Ça veut dire la vérité sur ces sujets et de trouver dès maintenant des mesures fortes pour prendre en compte cela. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que souvent ça peut être vu comme punitif, restriction d'eau, etc. Donc il faut faire des priorités et mettre les moyens là-dessus. Ça veut dire aussi renoncer peut-être à d'autres projets. On l'a vu sur la problématique des méga-bassines ou ce genre de choses, qui sont manifestement pas conformes à ce qu'il est nécessaire de faire vu l'urgence. Merci Nicolas Mayer-Rossignol. Merci à vous. Le maire de Rouen, premier secrétaire délégué du Parti Socialiste, était ce matin l'invité politique d'Europe Matin. Bonne journée à vous.